Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Weckscheider. À la une de l'information de ce mardi 30 mai 2017. 8 candidats ont officiellement été retenus pour participer à l'élection présidentielle du Kenya le 8 août prochain, dont le président sortant, Uhuru Kenyatta, déjà en campagne. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma vient d'échapper à une motion de défiance de son parti dans le week-end. Mais dès lundi, l'ANC a demandé l'ouverture d'une enquête de possible corruption dans son gouvernement. Et enfin, c'est sans le président Muhammadu Buhari en congé maladie au Royaume-Uni que le Nigeria a célébré lundi le jour de la démocratie. Bonsoir à tous. 8 candidats, je vous le disais, ont officiellement été retenus pour participer à l'élection présidentielle kenyane qui aura lieu le 8 août prochain. Les noms des concurrents ont été annoncés lundi par la commission électorale kenyane. Parmi les 8 prétendants figurent les 2 grands favoris, le président sortant Uhuru Kenyatta avec son parti du Jubilee et son principal rival Raila Odinga à la tête d'une coalition d'opposition, la National Super Alliance. Dans les 6 autres candidats validés, 3 représentent des petits partis et les 3 restants sont des postulants indépendants. Dès lundi, Uhuru Kenyatta a lancé la première journée officielle de sa campagne électorale. De nombreux sympathisants se sont réunis à Nairobi pour écouter le discours du président candidat. Cette année encore, Uhuru Kenyatta se représente avec son actuel vice-président William Ruto, le même duo gagnant qu'en 2013. Notre intérêt n'est pas cette communauté ou celle-là, nous nous concentrons sur les 42 différentes tribus du Kenya. Nous voulons que nos jeunes, nos personnes âgées soient prises en compte lors de la prise de décision pour s'assurer qu'il y a une véritable égalité et un progrès équitable partout dans notre République. Aujourd'hui, c'est le premier jour officiel vers la seconde prestation de serment du président Uhuru Kenyatta après le 9 août pour être le président du Kenya pour les 5 prochaines années. J'ai pu observer une véritable transformation sous le leadership du président Uhuru Kenyatta. Monsieur le Président, vous avez construit les premiers kilomètres d'une ligne ferroviaire depuis que nous avons obtenu l'indépendance. La dernière ligne ferroviaire avait été construite par les colons. L'opposition, elle aussi, s'est réunie lundi avec des dizaines de milliers de partisans dans la capitale kenyane pour lancer sa campagne. La coalition de la National Super Alliance regroupe 5 poids lourds de la politique du pays. À leur tête, l'ancien Premier ministre Raila Odinga, qui a déjà échoué 3 fois au scrutin présidentiel de 1997, 2007 et 2013. Il se présente avec Kalonzo Musyoka, candidat à la vice-présidente, une fonction qu'il a déjà occupée de 2008 à 2013. Je vous dis depuis 4 ans que le gouvernement mène les Kenyans dans la mauvaise direction. Nous avons adopté une nouvelle constitution pour protéger les Kenyans ordinaires. Vous avez transformé notre pays en un pays pour les riches. Leur travail est d'exploiter les droits des autres Kenyans. Quand nous prendrons le pouvoir, ce pays de Canaan dont je vous parle, en moins de 90 jours, le coût de la vie va y diminuer. Le prix de la farine va diminuer. Le prix du sucre va diminuer. Le prix du maïs va diminuer et les loyers vont baisser. Le voyage pour s'assurer que les gens ont accès à des repas de maïs a commencé. Le voyage pour s'assurer que les gens puissent boire leur thé avec du sucre a commencé. Je veux vous dire ceci, nous sommes 10 millions et à Nairobi, nous donnerons 1,5 million de votes pour la Massa. Le parti kényan au pouvoir s'en est vanté. Le président Uhuru Kenyatta a inauguré la semaine dernière en grande pompe la toute nouvelle ligne de chemin de fer du pays. Le Standard Gauge Railway est censé assurer au Kenya sa position de porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. La ligne de 472 km, construite par la Chine, est le projet d'infrastructure le plus important depuis l'indépendance du Kenya en 1963. Elle reliera la capitale Nairobi à la ville portuaire de Mombasa sur l'océan Indien. Elle transportera aussi bien des passagers que des marchandises. Le projet a coûté la bagatelle de 2,8 milliards d'euros, soit près de 1840 milliards de francs CFA. Son ambition à terme est de relier l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Le Standard Gauge Railway remplace le Lunatic Express, comme était surnommée la ligne construite par les Britanniques il y a un siècle lors de la colonisation du Kenya. Si vous regardez les pays développés à travers le monde, comme les États-Unis, les pays européens ou asiatiques comme la Chine ou le Japon, aucun pays ne s'est développé sans un système ferroviaire robuste, aucun.
Le nôtre est moins cher, mais il est aussi ce qu'on appelle de première catégorie. Celui de l'Éthiopie est en fait ce qu'on appelle de classe 2. Le nôtre peut transporter plus de marchandises parce que, par exemple, il peut emporter 2 fois plus de containers et ainsi, il est en fait plus efficace et plus rentable. Nous nous attendons et nous avons estimé que le PIB va croître d'1,5 point supplémentaire. Les gens parlent du coût, mais si vous regardez l'impact sur le PIB et 1,5% supplémentaire, ça va signifier environ 1,4 milliard de dollars en plus aux revenus du pays, ce qui nous permettra de rembourser le coût du train dans les 4 ans. Au Lesotho aussi, une campagne électorale bat son plein, celle des législatives de ce samedi 3 juin. Ce scrutin anticipé intervient après la chute début mars du gouvernement de coalition dirigé par le Premier ministre Pakalita Mosisili et la dissolution du Parlement par le roi Letsi III. Le petit royaume du Lesotho, enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud, traverse déjà une profonde crise politique depuis le coup d'État manqué de juin 2014 et qui avait débouché sur des élections en février 2015. Pour ces législatives de juin, l'ancien Premier ministre Thomas Thabane a tenu un meeting dimanche dans la capitale Maseru. Il représente le parti de All Basotho Convention, la convention des Basotho. Quand le Parlement a fermé, je n'avais plus de siège parce que la police, sous les ordres de l'actuel Premier ministre, m'a forcé à l'exil. Nous allons renverser son gouvernement dans quelques jours en gagnant les élections. La seule revanche possible contre ces agissements, c'est que vous, militants du All Basotho Convention, allez voter. Au Zimbabwe, c'est un ancien parti au pouvoir qui vient d'être relancé, le United African National Council, le Conseil national africain uni. La formation a été reconstituée pour faire face au président Robert Mugabe lors d'une élection présidentielle au tournant décisif l'an prochain. L'UANC a dirigé le Zimbabwe sous le gouvernement de transition de la Zimbabwe-Rhodésie en 1979, un an avant l'indépendance du pays de la domination britannique. Lors du lancement du nouveau UANC, son président, Norbert Mtegezamoa, a déclaré être très confiant quant à la victoire de son parti contre la ZANU-PF au pouvoir. Il accuse le parti de Robert Mugabe d'avoir mis l'économie du pays à terre. De l'autre côté, le député ZANU-PF John Holder assure ne pas être intimidé par le retour de l'UANC sur le devant de la scène politique. Pour lui, le président Mugabe, qui est à la tête du Zimbabwe depuis 37 ans, remportera la présidentielle de 2018, et ce malgré la dizaine de partis d'opposition que compte le pays. Nous nous réunissons au moment où le Zimbabwe souffre dans les mains du gouvernement ZANU-PF. Le pays est maintenant en soins intensifs et on n'a pas besoin d'être un scientifique pour le voir. Sur le plan social, économique et politique, le pays est devenu inutile. Le gouvernement s'engage à faire du Zimbabwe une fois de plus le grenier de l'Afrique du Sud. Nous l'avons déjà fait, nous pouvons le faire de nouveau. Dieu l'a béni, Dieu lui a donné la force de continuer à nous diriger. Mugabe a la vision et il n'a pas encore accompli cette vision. Il en a accompli une grande partie, mais il a besoin de continuer à être là. Nous n'allons pas écouter les dictateurs de l'extérieur ni ceux de l'opposition. Restons en Afrique australe où le président sud-africain Jacob Zuma ne semble toujours pas sorti des déboires qui l'accablent. Il vient pourtant d'échapper ce week-end à une motion de défiance de son parti, le Congrès national africain. L'ANC a toutefois demandé lundi l'ouverture d'une enquête judiciaire sur une possible corruption au sommet de l'État, preuve d'un trouble au sein même du parti. Les accusations concernent certains membres du gouvernement et les Gupta, des amis du président. La riche famille d'hommes d'affaires est accusée d'influencer le gouvernement dans le but de servir ses intérêts, et ce avec la complicité de Jacob Zuma. Ce sont des emails compromettants dévoilés par la presse en fin de semaine qui ont renforcé ces allégations. S'ils sont authentiques, cela signifierait qu'au moins 5 ministres seraient acquis au Gupta. L'opposition voit dans le soutien apporté au président par l'ANC le week-end dernier un aveu de complicité. Pour le secrétaire général du parti au pouvoir, Jacob Zuma a simplement su conserver la confiance de son parti, même s'il reconnaît que la formation doit tout de même regagner la confiance perdue d'une partie de son électorat.
Des voix se sont élevées au sein du comité exécutif national pour que le président envisage de démissionner. Un certain nombre de membres du comité exécutif national pensaient que l'ANC devait donner son avis. De nombreuses contributions pour ou contre l'appel à la démission ont été soulevées. Beaucoup plus étaient ni pour ni contre, mais rappelaient avant tout le besoin d'unité au sein de l'organisation. Les forces de l'opposition sont très claires quant à leur objectif. Il ne s'agit pas juste de démettre le président Zuma de ses fonctions. Il s'agit de déloger l'ANC. C'est ce qu'ils disent. Le secteur minier sud-africain reste lui aussi en crise, en particulier pour les mineurs désabusés de Blythe Heritage. Il ne reste à ces travailleurs qu'un site à l'abandon depuis que leur entreprise a été placée en liquidation judiciaire il y a 4 ans. Et comme beaucoup d'anciens salariés en Afrique du Sud, ces mineurs n'ont reçu aucune compensation ni aucune aide de l'État. Il ne lui reste rien. Nkutu a travaillé toute sa vie dans la mine d'or de Blythe au sud de Johannesburg. Mais il y a 4 ans, le site a été placé en liquidation judiciaire et a fermé du jour au lendemain. On s'en sortait bien, on avait à manger et puis tout ça s'est arrivé, notre vie a changé. Quand vous ne travaillez pas et que vous n'avez rien à manger, c'est dur. Plus de 1700 employés se sont retrouvés sur le carreau, sans indemnité de licenciement. La ville a été abandonnée à la pollution et au pillard. C'est le vide total pour les communautés. Le gouvernement local ne prend pas ses responsabilités, surtout quand la fermeture est aussi prématurée et soudaine que dans le cas de la mine de Blythe. Quant à l'entreprise insolvable, elle s'en va et c'est tout. Blythe n'est pas un cas isolé. Ces mineurs travaillent dans un foyer de travailleurs au nord de Pretoria, mais du travail, il n'y en a plus. Ils ont été licenciés après une grève en 2009 et aujourd'hui ils chassent des singes et des chacals pour survivre. Beaucoup sont malades. Il faut comprendre que quand on a la tuberculose, il faut manger. Sans nourriture, comment faire? Vous allez à la clinique, ils vous prescrivent des médicaments, mais vous ne pouvez pas les prendre le ventre vide. Ici non plus, le gouvernement n'intervient pas. Et les entreprises rejettent la responsabilité sur les partenaires sociaux. À qui la faute en cas de faillite? Est-ce que l'entreprise devrait offrir un filet de sécurité inconditionnel? Est-ce qu'elle doit pouvoir absorber le choc quand les syndicats se comportent de façon irresponsable? Et puis il y a aussi le comportement du régulateur qui n'a sans doute pas très bien réfléchi au problème. Pour la première fois, une ONG a décidé de poursuivre en justice les 2 derniers opérateurs de la mine de Blythe. Si elle obtient leur condamnation, l'affaire pourrait établir un précédent pour toutes les communautés de mineurs abandonnées du pays. En Afrique centrale, un otage français enlevé début mars en République démocratique du Congo a été libéré dimanche. Il est arrivé lundi à Kinshasa où il a été accueilli par le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, et par Alain Rémy, l'ambassadeur de France dans le pays. L'ex-otage faisait partie d'un groupe de 5 employés de la société minière canadienne Banro, enlevé dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président français Emmanuel Macron a félicité tous les acteurs qui ont permis cette libération, et en particulier les autorités de la République démocratique du Congo, pour, je cite, leur mobilisation et leur efficacité dans leur action. En Afrique de l'Ouest, c'est sans le président Muhammadu Buhari que le Nigeria a célébré lundi le jour de la démocratie. Le chef de l'État est à Londres pour un nouveau congé maladie, mais 2 ans jour pour jour après son arrivée au pouvoir, qui avait suscité beaucoup d'espoir, les Nigérians ont tenu à fêter tout de même le rétablissement du pouvoir civil en 1999, après une longue période de régime militaire. À l'occasion des festivités, c'est donc le vice-président Yemi Osinbanjo qui a d'abord transmis les bons vœux du président Muhammadu Buhari avant de prononcer un discours sur l'anniversaire de leur investiture commune le 29 mai 2015, après la première victoire dans les urnes au Nigeria d'un opposant contre un président sortant. La démocratie est arrivée pour rester dans ce pays. La démocratie est le pouvoir du peuple et où les gens disent ce qu'ils pensent. Un État libre où vous n'êtes menacé par personne. Vous donnez votre propre opinion, vous orientez le gouvernement sur la route qu'il doit suivre. C'est pour ça que c'est important. Nous avons été gouvernés par les militaires, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien de tel depuis 18 ans maintenant. Nous sommes donc très heureux aujourd'hui et nous fêtons cela.
Dans le Niger voisin, le procès du leader de l'opposition Amadou Ali Djibo, dit Max, a eu lieu lundi matin au tribunal de grande instance de Niamey après 15 jours de détention préventive à la maison d'arrêt de la capitale. L'opposant est accusé de vouloir renverser le régime du président Mahamadou Issoufou en appelant les militants du Modène Lumana à se mobiliser pour restaurer la démocratie à travers les manifestations de rue. Le procureur a requis une peine de prison de 6 mois. Le jugement a été mis en délibéré pour le 6 juin prochain. L'un des avocats d'Amadou Ali Djibo s'est dit attristé à l'issue du procès. Je vous propose de l'écouter. Il y a eu le débat au fond ce matin et je suis vraiment triste que pour des arguments aussi légers, aussi illégaux, sans preuve, on amène quelqu'un en flagrant délit et on le détient pendant 15 jours. Il y a vraiment un abus, un détournement de procédure parce que rien que la procédure de flagrant délit empêche que d'autres preuves soient versées et les preuves doivent être présentes. Alors aujourd'hui, moi je pense que les éléments ne sont pas constitués. Le juge est obligé de relaxer Max, puisqu'il n'y a aucun élément qui fonde la poursuite dans ce dossier. Si on le renvoie devant la justice pour un complot proposé, alors qu'il est seul, il n'y a pas complot, il n'y a pas d'infraction. Il faut que finalement, force revienne à la loi et rien qu'à la loi. L'affaire est mise en libéré pour le 6 juin. Nous avons demandé une liberté provisoire face à la faiblesse de l'argumentation développée par le ministère public. Malheureusement, le juge a décidé qu'il gardera prison jusqu'au 6 juin, le jour où il va vider son délibéré. Au regard des pièces qui sont versées au dossier, à la qualification des faits, le juge est pratiquement obligé de prononcer une relaxe et un acquittement. Et toujours au Niger, 3 personnes sont mortes dans l'attaque samedi d'un poste de police de la région de Tillabéri, à la frontière avec le Burkina Faso. Il s'agit de 2 policiers et d'un civil. 3 autres policiers ont également été blessés. Les assaillants venus à moto ont ensuite pris la fuite. Une manifestation a été dispersée samedi dans la capitale bissau-guinéenne de Bissau. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour briser le mouvement de contestation non autorisé d'environ 2000 personnes. Des manifestants rassemblés à l'appel d'une organisation de la société civile est venus réclamer la démission du président José Mario Vaz. Un député du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert a déclaré que les protestataires ont été malmenés par les forces de l'ordre. De l'autre côté, 4 policiers auraient été blessés par des jets de pierre de manifestants qui ont également brûlé des pneus sur la route. La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, le chef du PAIGC. Leur marche, elle, a été silencieuse. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux acteurs de la vie culturelle, ont manifesté samedi à Ouagadougou. Ils protestaient contre l'agression de la musicienne Adja Divine, qui a failli être lynchée après avoir été accusée à tort d'avoir volé un bébé. Et nous, en tant que responsable de la société civile, on a venu accompagner. Parce que ce qui est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à ma femme, à ma sœur, à mon enfant. Donc c'est pourquoi on est participé avec beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, vraiment de bonne volonté. On veut dire aux gens, à tous les Burkinabés, évitez de vous rendre justice. Il est normal de s'indigner, mais il n'est pas normal de battre une personne, même à mort. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens, nous disons non à toutes les formes de violence. Parce qu'il est très important de remettre les choses en l'état. Nous avons une justice, nous avons une police, nous avons une gendarmerie. Laissez-les faire leur travail. Comme la marche s'est passée, c'était dans le calme. Et donc, c'était pour également attirer l'attention de nos autorités qu'ils doivent vraiment redoubler d'efforts pour garantir la sécurité aux citoyens. Nous souhaitons vraiment qu'ils puissent mettre tous les moyens qu'il faut pour non seulement protéger la population et aussi protéger nos institutions. Parce qu'un pays ne peut pas se construire dans l'anarchie. Les manifestations, elles, se multiplient au Maroc. Dernière en date, celle de ce mardi à Al Hoceima. Plus de 2000 manifestants sont descendus dans les rues après l'arrestation d'un leader de la contestation populaire dans le nord du Maroc, Nasser Zefzavi. En cavale pendant 2 jours, Nasser Zefzavi a été arrêté lundi après avoir défié l'État pendant plus de 6 mois. Il a été interpellé au petit matin en compagnie d'autres individus et transféré dans la foulée à Casablanca.
Nasser Zevzavi était recherché depuis vendredi soir par la justice pour avoir interrompu le prêche d'un imam à la mosquée Mohamed V, la mosquée principale de la ville d'Al-Hoceima. Comme vous le voyez, c'est une manifestation des habitants d'Al-Hoceima pour dénoncer la politique de l'enlèvement et des arrestations qui touchent les jeunes du Rif. Pourquoi ? Parce que ces gens sont sortis pour demander des choses légitimes et qui sont mentionnées dans la Constitution. Vous voyez, c'est une manifestation civilisée. Les gens sont là pour dénoncer et pour dire que nous continuons donc notre lutte et nos demandes légitimes. Malheureusement, nous sommes surpris par la présence des forces de répression et de Mekzen qui ne laissent pas les citoyens rentrer chez eux. Les mamans de nombreux pays du monde ont été célébrées ce week-end. C'est également le cas en Côte d'Ivoire. Le courage des milliers de femmes ivoiriennes dont le travail soutient quotidiennement leur famille a été salué samedi à Abidjan et par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Des milliers de femmes de Côte d'Ivoire ont été honorées samedi à Abidjan, à la veille de la célébration au cours de ce mois de mai dans plusieurs pays du monde de la fête des mères. Elles ont été reçues par Dominique Ouattara, première dame du pays, qui a tenu, selon elle, à leur exprimer l'affection de la nation ivoirienne. Elle a salué le travail remarquable de ces braves mamans qui soutiennent quotidiennement leurs familles respectives. La fête des mères me donne l'opportunité de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Vous vous battez quotidiennement pour soutenir vos familles avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations de femmes de notre pays. Je voudrais à cet effet rendre hommage à chacune de vous pour votre courage et votre force et pour les innombrables sacrifices que vous consentez au quotidien. À travers vous, mes chères sœurs, j'aimerais souhaiter une très belle fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. J'espère qu'elles seront entourées d'amour par leur famille, car elles le méritent toutes. La mère, c'est elle qui donne la vie. C'est le symbole du don de soi, parfois au risque de sa propre vie. La mère, c'est la douceur affectueuse et rassurante qui stimule à l'effort et à la persévérance. La maman, c'est un cœur de générosité qui sait partager sans limite. La mère, c'est la fidèle compagne et cette force tranquille qui guide l'homme vers le succès de son entreprise. Pour dire simplement, la femme, la mère, c'est l'expression de la beauté des sentiments, c'est le fondement de la société. Reconnaissante à la première dame pour ses bienfaits, la porte-parole des mères, Jeannette Tano, a cependant déploré la situation sécuritaire du pays avec la série de mutineries militaires et les mouvements d'humeur des ex-combattants qui ont récemment créé une réelle psychose au sein des populations. La maman est le socle de la famille. Si la maman est épanouie, son bonheur influe sur la famille, le quartier, la ville et même le pays. Nous sommes certes affligés par la situation du pays, mais soyez rassurés du soutien indéfectible des mamans de Côte d'Ivoire. Venues de toutes les communes de la capitale économique Abidjan, les mamans sont reparties chez elles avec de nombreux présents en nature et en espèces. La fête des mères a été officiellement célébrée dimanche en Côte d'Ivoire. Ce genre d'exploit est déjà atypique, mais le fait que des femmes y prennent part active peut surprendre. En Namibie, 2 femmes ont présenté un spectacle de rodéo automobile samedi. La Sud-Africaine Kaylin Oliphant et Evanka Moller de Namibie. Dans ce sport dominé par les hommes, ces amatrices de sport automobile se sont faites remarquer pour leur talent sur le bitume de la capitale Windhoek. Elles se sont illustrées dans des figures aussi acrobatiques que périlleuses devant des centaines de spectateurs. Eh bien oui, c'est un sport dominé par les hommes, mais cela ne fait pas de différence. Je suis toujours dans ce sport parce que j'aime ça. Je veux que vous sachiez que c'est un sport amusant. Ce n'est pas seulement un sport dominé par les hommes. Il y a quelques femmes qui s'y sont mises et je suis vraiment fière d'elles. J'espère que ça encourage davantage de femmes à faire cela. J'ai toujours eu une passion pour les voitures et le sport automobile, donc ça m'intéresse depuis que je suis petite. Et un mot de football pour refermer ce journal, direction le Togo. L'AS Togo Port de Lomé a été sacrée dimanche championne du Togo de football.
Malgré sa défaite face à Agaza 2-3 à l'issue de la 26e et dernière journée, le club du port remporte le titre. Cette dernière journée a été marquée par une grande surprise à Bassar. Le club local Bikinti a fait couler son homologue de Maranatha de Fibco, 11-0, une première dans l'histoire du championnat togolais. Ce sport ne fait pas l'affaire de Gomido de Kpalimé, qui malgré sa victoire devant Dito 2-0, est relégué en deuxième division. 3 autres clubs, Agaza de Lomé, Ange de Notse et Kotoko, sont aussi relégués en Ligue 2. Et l'entraîneur de l'AS Togo-Port, championne en titre, était au micro de notre correspondant au Togo, Noël Tadénian. Ça n'a pas été facile, parce que vous savez, quand vous êtes à la tête d'un championnat, tout le monde s'affaire, tout le monde veut vous battre et tout le monde veut vous arracher cette première place. Et c'est ce que j'ai constaté. Maintenant, je crois que j'exhorte les dirigeants, les entraîneurs à regarder que le football. Autre chose, ça ne joue pas au football. Parce que c'est nos propres enfants que nous pénalisons en diversifiant nos forces. Parce que le football reste le football. Et il faut le jouer, sans autre mesure. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. 8 candidats ont officiellement été retenus pour participer à l'élection présidentielle du Kenya le 8 août prochain, dont le président sortant, Uhuru Kenyatta, déjà en campagne. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma vient d'échapper à une motion de défiance de son parti dans le week-end. Mais dès lundi, l'ANC a demandé l'ouverture d'une enquête de possible corruption dans son gouvernement. Et enfin, c'est sans le président Muhammadu Buhari en congé maladie au Royaume-Uni que le Nigeria a célébré lundi le jour de la démocratie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programmes sur votre chaîne panafricaine.